regarde le livret personnel de compétences, qui est aujourd'hui à l'usage dans nos établissements scolaires en France, on est assez sidéré de voir la conception très mécanique et d'ailleurs intellectuellement très approximative des savoirs qui y est diffusée. La notion de compétence est utilisée à tort et à travers pour désigner aussi bien la capacité à inventer une histoire qu'à attacher une pièce jointe à un courriel, deux compétences qui sont mises totalement sur le même plan. L'autonomie est considérée comme une compétence, de même que l'accord du participe passé avec le verbe avoir. Comme si la distinction entre les finalités, les buts, les objectifs, les comportements, vieille distinction philosophique que ma génération avait commencé à construire et qu'elle a longtemps utilisée, avait totalement disparu et que tout ça se fondait dans une espèce de magma qui permet d'utiliser des grilles d'évaluation systématiques pour développer des outils de comparaison qui génèrent une multitude et une infinité de classements locaux, nationaux et internationaux. Alors, la question que je nous pose en introduction, ce n'est que mon introduction, rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer avec des remarques qui peuvent vous apparaître provocatrices. La question que je nous pose, c'est soyons attentifs à ne pas tomber dans le piège d'une sorte de magma idéologique dominant qui, associant une vision libérale du monde, une conception behavioriste des sujets et une vision mécanique des savoirs, appauvrirait considérablement non seulement la culture, non seulement la transmission, mais aussi, bien évidemment, tous nos rapports sociaux. Soyons attentifs à ne pas réduire nos rapports sociaux et nos rapports entre sujets à ce qui peut circuler dans la tuyauterie, à ce que nous savons faire circuler dans la tuyauterie, à ce que nous sommes aujourd'hui capables de faire circuler dans la tuyauterie, et sans préempter sur le fait que peut-être demain, bien évidemment, nous serons capables de faire circuler autre chose. C'est une interrogation préliminaire, mais ce n'est qu'une interrogation. J'ai bien conscience que pour la plupart d'entre vous, tout cela est évidemment très présent à votre esprit et que vous êtes attentifs à ces questions chaque fois que vous réfléchissez sur les questions techniques du e-learning. Alors pour entrer brièvement, parce que le temps m'est compté, mais un peu plus précisément, dans le e-learning et ce que j'en sais, c'est-à-dire pas grand-chose, je voudrais vous proposer 5 questions qui sont 5 alertes qui me paraissent devoir être prises en compte par ceux et celles qui s'aventurent, et ils ont raison, dans cette voie. Ils ont raison parce que s'ils ne le font pas, ils laisseront faire les autres, et en particulier les marchands. Et que laisser faire les marchands dans ce domaine, c'est bien évidemment laisser faire les apprentis sorciers, c'est-à-dire ceux et celles qui développent des objets sans s'interroger sur la portée individuelle et collective de leurs usages. Donc vous avez bien raison de ne pas laisser le e-learning au seul marchand. Vous avez raison dès lors que vous gardez présent à l'esprit 5 questions. Première question, et elle est de l'ordre de la banalité, de l'évidence, mais on ne la rappelle jamais trop, c'est qu'aucune méthode ne résout jamais, sur le long terme, la question du désir. Ou si vous préférez, dit autrement, la fascination provisoire pour la nouveauté n'a jamais durablement résolu la question de la mobilisation des sujets sur des objets, sur des méthodes,
sur des savoirs. Il y a là quelque chose sur quoi nous butons irrémédiablement. Nous savons bien qu'il y a un miroitement, et un miroitement inévitable, et en même temps, après tout, fondamentalement salutaire de la nouveauté sur l'esprit humain, mais nous savons bien que ce miroitement n'est que provisoire et qu'il peut très vite retomber et retomber en cendres en quelque sorte, le diamant ne devenant finalement, dès qu'il est apprivoisé, qu'une forme parmi d'autres d'approche de la matière. Marcel Gauchet souligne dans son ouvrage « Conditions de l'éducation » un point anthropologique tout à fait fondamental, qui, je crois, ne peut pas être contourné dès qu'on parle d'éducation aujourd'hui. Il dit, de manière générale, la connaissance, le savoir, la culture ne font plus rêver. Et c'est une perte dramatique pour l'école, pour l'université, pour la formation tout au long de la vie. Alors dit comme cela, ça peut apparaître comme une affirmation un peu gratuite, mais Marcel Gauchet précise historiquement le sens de ce qu'il dit, et ça me paraît extrêmement intéressant à entendre. Il dit pendant des siècles et des siècles, et la référence religieuse n'est peut-être pas innocente ici, l'homme a souffert par son corps et s'est libéré par son esprit. Pendant des siècles et des siècles, l'homme était assujetti à une espèce de souffrance quotidienne que l'exercice de l'intelligence pouvait venir parfois rattraper ou racheter, que la contemplation artistique pouvait permettre de contrebalancer. Or, il souligne que ce qui se passe aujourd'hui est exactement l'inverse. Le corps est devenu le lieu du plaisir et la pensée celui de la souffrance. Pour dire les choses d'une manière plus schématique, mais qui vous parlera tout de suite, dans une société qui prône en permanence le fait qu'il faut prendre son pied, on peine à se prendre la tête. Ceci n'est pas aussi anecdotique qu'on pourrait le penser. Pour beaucoup d'enfants, y compris les digital natives avec lesquels nous travaillons, le plaisir est dans la surstimulation du corps, il n'est pas dans l'exercice de la pensée. Et l'arrivée à l'école, pour beaucoup d'entre eux, est la découverte d'un savoir qui passe par certaines formes de souffrance que plusieurs, un grand nombre parfois, ne peuvent pas tolérer et qui engendre un rejet de la pensée vécue comme un parcours du combattant et non pas comme une occasion de véritable jouissance. Alors le pédagogue que je suis nous dit, vous dit, mais me dit à moi, aucune technique, aucune méthode, aucun outil ne nous fera jamais faire l'économie de la question du plaisir d'apprendre et de penser, de la jouissance de la connaissance et de la capacité à transmettre dans une relation qui forcément, à un moment ou à un autre, impliquera des phénomènes d'identification et de transfert dans une relation de personnes qui permet d'accéder à la découverte et à la connaissance, qu'il y a plus de plaisir à se prendre la tête qu'à tenter désespérément, avec des adjuvants technologiques, de prendre son pied. Première interrogation, elle est très générale, mais je la souligne
Enfin, j'y insiste, parce qu'elle me paraît très fondatrice. Deuxième interrogation sur laquelle le pédagogue insiste souvent, c'est qu'on ne peut pas considérer les questions techniques ou les questions méthodologiques sans s'interroger sur ce qu'est véritablement savoir. Et là, une vraie question pour moi est celle de l'usage des technologies numériques et de la manière dont l'horizontalité des échanges qu'elles promeuvent n'aboutit pas à écarter l'exigence de vérité qui relève toujours d'une certaine forme de verticalité. C'est devenu une banalité, le numérique à travers Internet et l'ensemble des outils de communication en temps réel dont il permet l'usage a changé notre mode d'accès à l'information. N'importe quel élève de l'école primaire à l'université peut accéder instantanément à une foule de données, y compris quand je fais cours à l'université, vérifier si ce que je dis est exact sur son ordinateur. Je ne peux pas me tromper sur la date de naissance de Pestalozzi, sinon, immédiatement, grâce aux outils qu'ils ont à leur disposition, mes étudiants vont, judicieusement d'ailleurs, corriger cette erreur. La recherche documentaire, jadis cantonnée au monde feutré des bibliothèques et des centres de documentation, s'effectue maintenant, en un clic ou plusieurs, de n'importe où et, semble-t-il, sans prérequis particulier. Les moteurs de recherche sont consultés de manière systématique et ouvrent à une fabuleuse quantité de documents de toutes sortes. Et vous le faites comme moi tous les jours, écrits numérisés, photos, vidéos, textes d'archives, dépêches d'actualité, etc. Tout cela donne le sentiment que le savoir devient accessible. Or, pour le pédagogue, ce n'est pas le savoir qui devient accessible, c'est l'information qui devient accessible. L'information qui arrive par tous les canaux, mais qui n'arrive que si on la cherche, que si on la demande, et qui n'est traitée ou retraitée pour devenir du savoir, que si on la confronte et que si on exerce à l'égard de cette information un certain nombre d'exigences, si l'on met en œuvre un certain nombre d'exigences, en particulier l'exigence critique.